Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors que j'écrivais ce livre, j'interviewais Robert Maynard Hutchins, président honoraire de l'Université de Chicago, et lui demandais comment il évitait de stresser. Il me répondit « J'ai toujours essayé de suivre un conseil qui m'a été donné par Julius Rosenwald, ancien président de la Sears Roebuck & Company. Si la vie te tend un citron, fais-en de la citronnade. » Voilà ce que fait un excellent éducateur. Mais l'imbécile fait tout le contraire. S'il découvre que la vie lui a tendu un citron, qu'il a joué de malchance, il baisse les bras et dit « Je suis battu, c'est le sort, je n'ai aucune chance. » Puis il poursuit en maudissant l'univers et en s'apitoyant sur son sort. Mais quand le sage reçoit un citron, il dit « Quelle leçon puis-je tirer de cette mésaventure? Comment puis-je améliorer ma situation? Comment puis-je transformer ce citron en citronnade? » Après avoir passé toute sa vie à étudier les autres et leurs réserves de pouvoir cachés, l'éminent psychologue Alfred Adler déclara qu'une des facultés les plus épatantes du genre humain était sa capacité de transformer un moins en plus. Voici l'histoire intéressante et stimulante d'une femme de ma connaissance qui fit précisément cela. Elle s'appelle Thelma Thompson. Pendant la guerre, commença-t-elle, mon mari était en poste dans un camp de formation militaire près du désert de Mojave, en Californie. Je l'avais rejoint pour y vivre et être près de lui. Je détestais cet endroit, je l'exécrais. Jamais je n'avais été aussi malheureuse. Mon mari fut envoyé dans le désert de Mojave pour des manœuvres, et je restais seule dans cette minuscule cabane. La chaleur était intolérable, 50 degrés à l'ombre d'un cactus. Personne à qui parler. Le vent soufflait incessamment et toute la nourriture que j'avalais, l'air même que je respirais, était bourré de sable, de sable, de sable. J'étais si triste, si malheureuse, que j'écrivis à mes parents. Je leur dis que je baissais les bras et je rentrais à la maison. Je leur dis que je ne supporterais pas cet enfer une minute de plus. J'aurais préféré être en prison. Mon père répondit à ma lettre par 2 lignes, qui chanteront toujours dans ma mémoire et changèrent complètement ma vie. 2 hommes regardaient par les barreaux de la prison. L'un vit la boue, l'autre les étoiles. Je lus et relus ces 2 lignes. J'eus honte de moi. Je décidai que je trouverais le bon côté de ma situation actuelle, que je chercherais les étoiles. Je me liai d'amitié avec les locaux, et leur réaction m'épata. Quand je me pris d'intérêt pour leur tissage et leur poterie, ils me firent présent de leurs plus belles pièces, qu'ils avaient refusé de vendre aux touristes. J'étudiais les formes fascinantes des cactus, des yuccas et des arbres de Josué. J'appris des choses sur les chiens de prairie, admirais les couchers de soleil dans le désert et cherchais des coquillages qui dataient de 3 millions d'années, quand les sables du désert étaient au fond de l'océan. Qu'est-ce qui opéra un tel changement en moi? Le désert de Mojave n'avait pas changé. Mais moi, oui. J'avais changé d'état d'esprit. Et ce faisant, j'avais transformé cette expérience misérable en l'aventure la plus excitante de ma vie. J'étais stimulé et exalté par ce nouveau monde que j'avais découvert. J'étais tellement excité que j'écrivis un livre sur le sujet, un roman publié sous le titre « Bright Ramparts ». J'avais regardé hors de ma prison créée de toutes pièces et trouvé les étoiles. Thelma Thompson a découvert une ancienne vérité que les Grecs enseignaient déjà 500 ans avant la naissance du Christ. Les meilleures choses sont les plus difficiles. Harry Emerson Fosdick le répéta au XXe siècle. Le bonheur n'est pas principalement du plaisir, c'est principalement de la victoire. Oui, la victoire qui découle d'un sentiment d'accomplissement, de triomphe, de la transformation de nos citrons en citronnade. J'ai un jour rendu visite à un fermier bienheureux en Floride qui pouvait transformer en citronnade un citron empoisonné. Après avoir acheté sa ferme, il s'était vite découragé. Le terrain était si stérile qu'il ne pouvait ni cultiver de fruits, ni élever de cochons. Rien n'y poussait à part quelques chênes nains et une abondance de serpents à sonnette. À l'étonnement de tous, il se mit alors à vendre de la viande de crotale. Quand je lui ai rendu visite il y a quelques années,
j'ai découvert que 20 000 touristes visitaient chaque année sa ferme de Crotale. Ses affaires prospéraient. J'ai vu le poison des crochets de ces crotales être envoyé à des laboratoires pour y fabriquer des sérums antivenins. J'ai vu des peaux de crotales être vendues à prix fort pour en faire des chaussures et sacs pour femmes. J'ai vu de la viande de crotale en boîte être envoyée à des clients dans le monde entier. J'ai acheté une carte postale de l'endroit et l'ai envoyée du bureau de poste du village, qui avait été rebaptisé Rattlesnake, Florida, en l'honneur d'un homme qui avait transformé un citron venimeux en citronnade juteuse. Au fil de mes voyages de haut en bas et de long en large de la nation, j'ai eu le privilège de rencontrer des dizaines d'hommes et de femmes qui ont démontré leur pouvoir de transformer un moins en plus. William Bowlither, auteur de 12 Against the God, 12 contre les dieux, l'exprima ainsi. La chose la plus importante dans la vie n'est pas de tirer profit de vos gains. N'importe quel imbécile en est capable. Le plus important est de tirer profit de vos échecs. Ce talent requiert de l'intelligence. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme de bon sens et un imbécile. Bowlither prononça ces paroles après avoir perdu une jambe dans un accident ferroviaire. Mais je connais un homme qui a perdu ses 2 jambes et transformé un moins en plus. Il s'appelle Ben Forston. Je fis sa connaissance dans un ascenseur d'hôtel à Atlanta, en Géorgie. Alors que j'entrais dans l'ascenseur, je remarquai un homme à l'air enjoué, à qui il manquait 2 jambes, assis dans un fauteuil roulant dans le coin de la cabine. Quand l'ascenseur s'arrêta à son étage, il me demanda poliment si je pouvais me déplacer dans un coin, afin qu'il puisse mieux manœuvrer son fauteuil. « Je suis désolé de vous déranger, » me dit-il, le visage éclairé d'un grand sourire chaleureux. Après être sorti de l'ascenseur pour rejoindre ma chambre, je n'arrivais pas à me sortir cet infirme guilleret de l'esprit. Aussi, je le retrouvai et lui demandai de me raconter son histoire. « C'est arrivé en 1929, » commença-t-il en souriant. « J'étais sorti couper un tas de piquets de pacaniers pour servir de tuteur aux haricots dans mon jardin. J'ai chargé les piquets sur ma Ford et je suis rentré chez moi. Sur le trajet, un piquet a glissé sous la voiture et s'est coincé dans la direction, juste au moment où j'effectuais un virage serré. » Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. La voiture est montée par-dessus le talus et m'a envoyé contre un arbre. Ma colonne vertébrale a été blessée. Mes jambes ont été paralysées. J'avais alors 24 ans et je n'ai plus jamais marché depuis. 24 ans et cloué dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Je lui demandai comment il parvenait à le prendre aussi courageusement. Et il répondit « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Il me raconta qu'il s'était emporté et rebellé. Il avait fulminé sur son sort. Mais tandis que les années passaient, il s'était rendu compte que sa rébellion ne lui apportait rien si ce n'était de l'amertume. J'ai fini par réaliser que les autres étaient aimables et courtois envers moi, que le moins que je pouvais faire était d'être aimable et courtois envers eux. Je lui demandai s'il pensait toujours, après toutes ces années, que son accident avait été un malheur terrible. Et il répondit aussitôt « Non, je suis presque content à présent que cela me soit arrivé. » Il m'expliqua qu'après avoir surmonté le choc et le ressentiment, il avait commencé à vivre dans un monde différent. Il s'était mis à la lecture et avait développé un amour pour la bonne littérature. En 14 ans, il avait lu au moins 1400 livres. Et ces livres lui avaient ouvert de nouveaux horizons et lui avaient rendu sa vie plus épanouie qu'il ne l'aurait cru possible. Il s'était mis à écouter de la bonne musique. Désormais, il s'émerveillait des magnifiques symphonies qui l'auraient ennuyé auparavant. Mais le plus grand changement était le temps qu'il avait à présent à disposition pour réfléchir. Pour la première fois de ma vie, me dit-il, j'étais capable de regarder le monde et d'en tirer un véritable sens des valeurs. Je me suis aperçu que la majorité des choses que j'avais cherché à atteindre et à obtenir avant n'en valaient pas du tout la peine. Par suite de ces lectures, il s'intéressa à la politique, étudia les questions publiques et fit des discours depuis son fauteuil roulant. Il put apprendre à connaître les gens et les gens à le connaître. Et, toujours dans son fauteuil roulant, il devint secrétaire d'État de Géorgie. Mes cours pour adultes à New York m'ont appris que l'un des plus grands regrets que partagent de nombreux adultes est de n'avoir pas pu étudier à l'université.
Il semble penser que ne pas avoir fait d'études universitaires est un grand handicap. Je sais que cela n'est pas forcément vrai, car je connais des milliers d'hommes accomplis qui n'ont jamais mis les pieds à l'université. Aussi, je raconte souvent à ces étudiants l'histoire d'un homme de ma connaissance qui n'a même pas terminé l'école primaire. Il avait grandi dans une grande pauvreté. À la mort de son père, les amis de celui-ci durent se cotiser pour payer le cercueil dans lequel il fut enterré. Après la mort de son mari, sa mère dut travailler dans une fabrique de parapluies pendant 10 heures par jour, avant de ramener des pièces à la maison et de travailler jusqu'à 11 heures du soir. Le garçon, ayant grandi dans ces circonstances, rejoignit un club de théâtre amateur organisé par sa paroisse. Le jeu d'acteur l'emballa tellement qu'il décida de prendre la parole en public. Ceci le mena à la politique. À 30 ans à peine, il était élu à l'Assemblée de l'État de New York. Or, il n'était pas du tout prêt à endosser de telles responsabilités. En fait, il me confia qu'il ne savait franchement pas de quoi il en retournait. Il étudiait les projets de loi longs et compliqués pour lesquels il était censé voter. Mais pour sa part, ses propositions auraient aussi bien pu être écrites dans la langue des Indiens, Shakta. Il se sentit angoissé et abasourdi lorsqu'il fut élu membre d'une commission des forêts, alors qu'il n'avait jamais mis le pied dans une forêt. De même quand il fut élu membre de la State Banking Commission, alors qu'il n'avait encore jamais eu de compte en banque. Il me dit lui-même qu'il était tellement découragé qu'il aurait démissionné du corps législatif s'il n'avait pas eu honte d'avouer son échec à sa mère. De désespoir, il décida d'étudier 16 heures par jour et de transformer son citron d'ignorance en citronnade de connaissances. Ce faisant, d'un politicien local, il devint une personnalité nationale si marquante que le New York Times l'appela le citoyen le plus adulé de New York. Je parle ici d'Al Smith. 10 ans après qu'Al Smith eut entamé son programme d'auto-éducation politique, il était devenu la plus grande autorité vivante dans le gouvernement de l'État de New York. Il fut élu 4 fois gouverneur de New York. À l'époque, un record qui n'avait jamais été atteint par un autre homme. En 1928, il fut le candidat démocrate à la présidence. 6 grandes universités, y compris Columbia et Harvard, conférèrent un diplôme honoraire à cet homme qui n'avait pas terminé l'école primaire. Al Smith lui-même me confia qu'aucune de ces choses ne se serait produite s'il n'avait pas travaillé dur 16 heures par jour pour transformer son moins en plus. La formule de Nietzsche, pour ce qu'il y a de grand chez l'homme, était de ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, mais l'aimer. Plus j'étudie les carrières d'hommes qui ont réussi, plus j'ai la ferme conviction qu'une étonnante majorité se sont distingués parce qu'ils ont débuté avec des handicaps qui les ont poussés à de grandes œuvres et de grandes récompenses. Comme William James l'a dit, nos infirmités nous aident de manière inattendue. Oui, il est hautement probable que Milton se soit distingué par sa poésie parce qu'il était aveugle, et que Beethoven se soit distingué par sa musique parce qu'il était sourd. L'exceptionnelle carrière d'Helen Keller a été inspirée et rendue possible par sa cécité et sa surdité. Si Tchaïkovski n'avait pas été frustré et poussé au bord du suicide par son mariage tragique, si sa propre vie n'avait pas été pitoyable, il n'aurait probablement jamais composé son immortelle symphonie pathétique. Si Dostoïevski et Tolstoï n'avaient pas mené des vies torturées, ils n'auraient sans doute jamais écrit leur chef-d'œuvre. Si je n'avais pas été un tel invalide, écrivit l'homme qui révolutionna le concept scientifique de la vie sur Terre, je n'aurais pas fait autant de travail que ce que j'ai accompli. Telle était la confession de Charles Darwin sur le fait que ses infirmités l'avaient aidé de manière inattendue. Le jour où Darwin naquit en Angleterre, un autre bébé naissait dans une cabane en rondin dans les forêts de Kentucky. Lui aussi fut aidé par ses handicaps. Il s'appelait Abraham Lincoln. S'il avait été élevé dans une famille d'aristocrates, avait obtenu un diplôme de droit à Harvard et avait eu un mariage heureux, il n'aurait sans doute jamais trouvé dans les profondeurs de son cœur les mots envoûtants qu'il immortalisa à Gettysburg. Pas plus que le poème sacré qu'il prononça lors de sa seconde investiture. Le discours le plus beau et le plus noble jamais prononcé par un chef d'État. Sans malice envers quiconque, avec charité pour tous. Harry Emerson Fosdick écrivit dans son livre « The Power to See It Through », le pouvoir de mener à bien, un dicton scandinave dit ce que certains d'entre nous pourrions adopter comme cri de ralliement dans nos vies.
C'est le vent du Grand Nord qui a façonné les Vikings. D'où avons-nous tiré cette idée qu'une vie stable et agréable, l'absence de difficultés et l'aisance, rendait les gens bons ou heureux? Au contraire, les gens qui s'apitoient continuent à s'apitoyer même quand tout leur sourit. Mais tout au long de l'histoire, la force de caractère et le bonheur sont apparus aux gens dans toutes sortes de circonstances, bonnes, mauvaises et indifférentes, lorsqu'ils ont fait face à leurs responsabilités personnelles. Aussi, réitérons que c'est le vent du Grand Nord qui a façonné les Vikings. Supposons que le découragement nous donne l'impression qu'il n'y a pas d'espoir que nous puissions jamais transformer nos citrons en citronnade. Eh bien, voici 2 raisons pour lesquelles nous devrions tout de même essayer. 2 raisons pour lesquelles nous avons tout à gagner et rien à perdre. La première, nous pourrions réussir. La deuxième, même si nous ne réussissons pas, la simple tentative de transformer notre moins en plus nous poussera à regarder vers l'avant et non l'arrière. Elle remplacera les pensées négatives par des pensées positives. Elle libérera de l'énergie créatrice et nous incitera à nous occuper au point que nous n'aurons ni le temps ni l'envie de pleurer sur ce qui s'est passé et disparu pour toujours. Un jour où Howell Bull, le très célèbre violoniste, donnait un concert à Paris, la corde A de son violon se cassa soudain. Mais Howell Bull termina simplement la mélodie à 3 cordes. Telle est la vie, musa Harry Emerson Fosdick, de voir se casser sa corde A et de terminer sur 3 cordes. Non seulement c'est la vie, mais c'est plus que la vie. C'est la vie triomphante. Si j'en avais le pouvoir, je ferais graver ces mots de William Boulitho dans du bronze éternel, que j'accrocherais dans chaque école du territoire. La chose la plus importante dans la vie n'est pas de tirer profit de vos gains. N'importe quel imbécile en est capable. Le plus important est de tirer profit de vos échecs. Ce talent requiert de l'intelligence. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme de bon sens et un imbécile. Aussi, pour cultiver un état d'esprit qui nous apportera paix et bonheur, appliquons la règle numéro 6. Quand le destin nous tend un citron, essayons d'en faire de la citronnade. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description.